sont des métriques, des indicateurs de réussite, etc., du nombre d'heures que vous voulez progressivement développer et délivrer en mobile learning. Ça, c'est tout le domaine du SWOT avec les projets, la liste des projets prioritaires, leur classement, etc. La question de l'accessibilité, j'y reviens pas, c'est celle des aspects techniques, confidentialité, etc., dont on a parlé. Contenu, évaluation, nous avons rapidement parlé de cela ainsi que pour la plateforme. Quant au change management, ça c'est un domaine qui paradoxalement risque de vous être relativement simplifié par rapport au e-learning parce que les mobiles sont tellement développés et utilisés par les salariés qu'au fond, on peut imaginer qu'ils se mettront nettement plus facilement là-dessus que sur des modules e-learning un peu traditionnels. On pourra revenir, si vous voulez, dans les questions. Et je terminerai en disant qu'il me semble que le mobile learning est aujourd'hui une question stratégique pour les départements de formation, dans la mesure où elle pose la question évidemment de leur mission, de leur périmètre cible. Vous avez la possibilité de sortir du seul et déjà très vaste domaine de la formation RH, des formations articulées au grand processus RH, etc., pour rendre des services de plus en plus étroits et serrés au business grâce au mobile learning qui me semble être le support, un des supports rêvés en tous les cas pour les apprentissages informels et sociaux. Et donc cette question du mobile learning, si vous savez vous en emparer, potentiellement peut faire de vous de grands partenaires du business dans les mois et les années qui viennent. Voilà ce que je voulais dire très rapidement, qui est synthétiser un livre blanc qui détaille tout cela beaucoup plus et dont j'espère nous aurons l'occasion de reparler plus tard, éventuellement d'ailleurs à e-learning expo, nous animons tout le cycle de conférences avec mon associé de la chaîne. Merci à toutes et tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup Michel pour cette présentation. Nous allons maintenant passer à la séance de questions et réponses. Et Aude va diriger cette session. Aude? Oui, Maria. Oui, donc nous avons eu beaucoup de questions. J'espère qu'effectivement nous pourrons répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées. Alors, tout de suite, une première question pour Maria. Michel a mentionné tout à l'heure les deux offres de plateforme de chez Serpoint, plateforme Mobile Learning, Katango de VLS. Comment se distinguent-elles, Maria? Oui, Aude, merci pour cette question. Serpoint VLS, c'est une plateforme LMS, LCMS, avec toutes les fonctionnalités imaginables pour servir la stratégie de blended learning de l'entreprise, y compris la stratégie mobile. Le mobile learning, à partir du moment où l'entreprise aurait besoin d'articuler le mobile learning et le mobile learning ensemble. Ketango, en revanche, c'est plutôt quand on a simplement besoin de pousser le contenu, par exemple commerciaux, eh bien la plateforme Ketango peut suffire. Merci Maria. Une autre question, je profite de la présence de Kevin Ramzan qui nous a rejoint, directeur produit chez Serpoint. Une question justement sur les outils qui permettent de développer les contenus pour les mobiles. Quels sont-ils? Oui, très bien. Aujourd'hui, je pense que nous avons par rapport à notre plateforme de LMS, le module de gestionnaire de contenu, donc Content Creator, à partir duquel on peut créer un contenu et le flaguer comme étant contenu mobile. À ce moment, il sera disponible sur les mobiles du type smartphone. Mais notre plateforme Ketango a aussi une capacité de création de contenu qui est le Composer qu'on appelle. Je voulais aussi rajouter peut-être une information sur tout ce qui est mobilité. Aujourd'hui, l'ensemble des contenus créés par notre Content Creator, tous les contenus qui sont actuellement visibles sur notre PC est aussi disponible et visible sur les pads, donc les familles iPad et le reste. Donc, vous n'avez pas besoin d'un contenu mobile nécessairement. Nous avons fait en sorte avec notre nouvelle version que ça soit lisible. Oui, alors je vais rajouter quelque chose, Kevin, qui me semble intéressant. J'ai limité la définition du mobile learning au smartphone, pocketisation du terminal qu'on peut mettre donc dans la poche. Il y a effectivement une
la tablette est appelée à un plus grand avenir, on le voit d'ores et déjà dans les dispositifs de formation. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on a, la complexité du nombre de terminaux, d'environnements, etc., qu'on trouvait sur les smartphones, on a la production de contenu à la fois délivré sur ordinateur portable, sur ordinateur desktop et sur plateforme de type tablette est beaucoup plus simple, puisque là c'est quasiment immédiat, il n'y a pas d'adaptation à faire, contrairement à ce qu'on a à faire sur les smartphones. C'est très important à signaler. Absolument. Alors toujours nous gardons la mobilité, si on peut dire, sur les tablettes. On aura plus de mal à se déplacer avec son ordinateur, mais beaucoup plus facile. Mais bon, quand on parle du M-Learning, peut-être par rapport à des smartphones, ça c'est notre produit Content Creator. Alors, oui, d'autres questions, notamment sur la diffusion des contenus multi-supports. Est-ce qu'on peut dire que le M-Learning fonctionne bien en tant que modalité de formation en complément d'autres modalités de formation? Peut-être Michel répondre. Oui, alors, je crois qu'il faut éviter d'être intégriste sur ces questions. Au fond, dans des cas très simples, on peut imaginer que le mobile learning, un certain nombre de séquences, vidéos, quiz, etc., délivrées sur des smartphones, puissent suffire. Dans d'autres cas de figure, évidemment, ce sera très loin de suffire, et donc il faudra utiliser ça en appoint avec, par exemple, dans des parcours de formation, blended learning, plus classiques, plus structurés, etc. Ce que je veux dire, c'est que encore une fois, il faut éviter de défendre ou d'être contre. Il s'agit d'utiliser, de faire flèche de tout bois, d'utiliser tous ces outils qui sont disponibles dans une cohérence qui ne peut être donnée que par les enjeux, les problématiques de formation et au fond de quoi on parle. C'est-à-dire que tout ça, c'est affaire d'outils qui vont être mis au service d'une stratégie. L'erreur, ce serait par exemple de dire tiens, on va se lancer dans le mobile learning sur un projet de formation, on ne sait pas où on va, et on est sur AE4, on verra ce que ça donne. Pourquoi pas? C'est une façon de fonctionner aussi, un peu risquée. Ceci dit, on peut réduire le risque en réduisant la population cible, le nombre de contenus à développer, etc. Rien ne vaut quand même d'avoir établi en amont une stratégie sur ces questions. Donc voilà, c'est une réponse qui ne sera peut-être pas satisfaisante pour l'audience parce qu'elle est nuancée, elle n'est pas, j'entends par là qu'elle n'est pas trop directive, et je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre les choses sérieusement en formation. Merci. Alors il y a plusieurs aussi questions dans le domaine de l'éducation, des universités de l'enseignement, à savoir quels sont les outils qui seraient, enfin des outils auteurs ou non, qui seraient accessibles financièrement pour l'enseignement supérieur en termes de M-Learning. Est-ce que l'on sait si des universités utilisent le M-Learning et est-ce qu'elles peuvent gérer des modules par ce biais? Alors, je connais moins le monde de l'université, bien que Paris Descartes me demandait de faire une conférence sur le mobile learning, mais cette fois-ci en entreprise, encore une fois, d'ici la fin du mois de mars. Donc j'imagine que la question qui se pose, c'est la question des outils notamment de type open source, aussi bien en termes de création de contenu que de plateformes de diffusion, etc. Alors je dirais que les plateformes open source, les plateformes LMS open source, elles existent déjà. Elles ont évidemment commencé à développer des extensions mobile learning. Je ne vais pas les citer ici parce que ce serait pas très élégant vis-à-vis de mes hôtes, mais enfin ce sont des noms que vous connaissez pour celles et ceux qui travaillent dans le monde universitaire. Pour ce qui concerne les outils de création, aussi, il y a des outils auteurs qui sont très bon marché. Le fait est que l'ensemble de ces outils en général se présentent plus comme une boîte à outils sur lesquels il faut pas beaucoup programmer, mais il faut agencer, il faut beaucoup paramétrer. Et au fond, c'est un peu ça qu'on trouve dans l'université, c'est-à-dire parfois des moyens qui ne permettent pas d'acquérir des outils qui sont vendus dans le domaine commercial, des entreprises et autres, qui sont souvent plus puissants et je dirais avec une plus grande cohérence, mais des universités qui parfois ont le temps et des chercheurs pour travailler, apprendre ces outils, les paramétrer, etc. Donc effectivement, pour celles et ceux qui sont curieux par rapport à ces questions, ils pourront toujours trouver des réponses là-dessus relativement facilement.
En revanche, ce n'est pas le conseil que je donnerais aux entreprises. Alors, d'autres questions. Comment former les acteurs de la formation, conception, développement de ressources différentes du e-learning? Est-ce que c'est imputable? Est-ce que la loi reconnaît le m-learning? La loi, c'est un décret de juillet 2001 qui dit quelles sont les conditions d'imputation des dépenses au budget de formation de l'entreprise. Ce décret n'a pas évolué, il a été mis en pratique notamment par les OPCA sur le marché français. Grosso modo, dès lors qu'il y a un encadrement pédagogique, on peut considérer que ça va rentrer dans le budget formation de l'entreprise. Alors, encadrement pédagogique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a une médiation humaine en amont, en aval de la formation, une activité de conseil et de suivi de l'apprenant tout au long de son parcours. Et donc, ça, c'est tout à fait essentiel. La nouveauté, quand même, depuis 1 ou 2 ans, c'est qu'alors qu'avant, il fallait qu'il y ait du présentiel à l'intérieur des parcours, ou au moins des séquences de présentiel pour qu'ils soient imputables, aujourd'hui, les OPCA, notamment, certains d'entre eux, acceptent fort bien que le parcours soit 100% distanciel. Mais encore une fois, ce qui fera la différence, c'est l'encadrement pédagogique. Et là, on revient un petit peu à ce qu'on disait avant. Effectivement, le mobile learning, c'est une des façons de former qui s'intègre dans un dispositif plus global et qui suppose effectivement d'avoir une stratégie de formation qui est bel et bien entre les mains des professionnels de la formation. Autre question également, donc quelles sont les étapes à suivre afin d'implémenter une solution m-learning? Kevin? Michel? Kevin. Peut-être en 2 mots, après peut-être Michel tu pourras compléter. Moi je dirais par rapport à notre expérience à nous, c'est que tout d'abord, en ce qui nous concerne, dans 2 plateformes, donc il y a une stratégie à mettre en place en premier, voir si nous sommes plutôt dans le domaine du push ou du pull. Donc c'est l'utilisation de notre contenu créé par le content creator, dans quel cas nous devons suivre un certain nombre de processus et de best practices pour la création de ce contenu pour qu'il soit mobilisable. Mais si on va plutôt vers la décision qu'on est dans le domaine de performance, on veut aider les personnes comme les personnels de la vente à mieux performer, à ce moment-là on va vers une plateforme qui est Tango. Et là, c'est vraiment du développement rapide, il n'y a pas tellement d'étapes, c'est vraiment prendre le produit, le service et le créer. Et je trouve très juste la séparation, répartition que tu as fait entre d'un côté le support à la performance et de l'autre côté la dimension plus classique, formation RH. Il me semble que pour répondre à la question qui vient d'être posée, la première chose, ce serait bien de considérer la problématique qui est posée indépendamment des outils, plateformes, etc. et de se demander si c'est un besoin de type formation RH, intégration d'un nouveau collaborateur dans l'entreprise, prise de poste, mobilité, donc à long ou moyen terme, je dirais, ou est-ce que c'est un problème de support à la performance en temps réel, juste à temps, du business, etc. Il me semble que si par exemple ça devait être une problématique de première sorte, formation RH, eh bien le mobile learning ne pourrait servir que d'appoint dans le cadre d'une stratégie blended learning RH. Et donc là, ça s'accrocherait. Et donc la question de fond, ce serait choisir un dispositif qui permet d'intégrer le mobile learning à l'intérieur de parcours de formation blended learning. Donc toute la question du score, toutes ces questions-là se poseraient et là on serait notamment en termes d'outils supportés, puisqu'il faut parler des plateformes à un moment donné, par une plateforme LMS dans le sens total du terme, avec tout son périmètre fonctionnel bien connu aujourd'hui. Si on est en revanche dans un domaine de support à la performance pour le business, à travers des courtes séquences de formation, vidéo, des quiz, etc., essentiellement d'ailleurs délivrés en push, eh bien, on serait dans un autre domaine et les conceptions, toute la conception et tout le delivery des contenus serait conditionné par ça et ne ressemblerait pas à ce qu'on a dans le premier type. Donc, il me semble que déjà, ce serait la première chose à voir. Est-ce qu'on est dans un domaine formation RH assez traditionnel, entre guillemets, le domaine
auquel on est tous habitués, ou est-ce qu'on est déjà dans un domaine de support à la performance, c'est-à-dire d'apprentissage informel et d'apprentissage social. Autre question, que pensez-vous de la combinaison Serious Game sur mobile? Alors, j'y crois dans une mesure relativement faible. Je m'explique. D'abord, les chiffres sont parlants en matière de serious game. Ils ont décidément du mal à décoller, malgré le bruit qu'on en fait, et même si le marché a quand même bien progressé ces dernières années. Et il y a des raisons à ça. C'est pas l'objet de ce webinaire, donc on ne va pas y entrer. En même temps, je trouverais dommage de ne pas capitaliser sur l'habitude que les particuliers ont de jouer avec leur smartphone. Hein. Il suffit d'aller dans le métro ou le train ou que sais-je pour voir le nombre. Curieusement, l'autre jour, j'étais dans un wagon et je regardais autour de moi, il y avait 7 personnes qui avaient un smartphone et sur les 7 personnes, il y en avait 3 qui jouaient à un. Donc je trouverais dommage de ne pas capitaliser sur cette habitude pour essayer de délivrer finalement du jeu au service de l'acquisition de compétences. Mais dans ces cas-là, ce seraient des jeux comme ceux qu'on trouve sur les smartphones, qui s'apparentent plus à des serious games qu'à du jeu multiplayer, etc., ou les très gros jeux de simulation considérables d'environnement, etc., qu'on peut trouver par exemple dans le domaine du desktop classique. Surtout, évidemment, merci de le signaler, Kevin, que la plupart de ces jeux serious games sont développés en Flash et que là, il faut l'éviter évidemment dans le cadre du mobile learning. Alors une question sur les liseuses style Kindle. Donc est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ces liseuses et la comparaison avec les smartphones? Comme un certain nombre de personnes, j'ai acheté une liseuse par curiosité, en l'occurrence celle d'Amazon parce qu'elle était sortie avant celle de la Fnac. Bon, alors déjà évidemment en termes d'interface graphique, on est très loin d'avoir le touchscreen sur la tablette ou sur le, comment dirais-je, sur le smartphone. C'est donc déjà très surprenant. En même temps, ça me semble être un terminal beaucoup plus passif de consultation qu'un terminal qui favorise l'interactivité. C'est à sens unique, une communication à sens unique, effectivement. Et puis effectivement, ce ne sont pas, sauf la tablette qui vient de sortir, le Kindle Fire qui vient de sortir aux États-Unis, mais je n'ai pas vu vraiment de multimédia bien installé sur ces outils. Je ne sais pas, Kevin, si tu veux rajouter quelque chose. Enfin, en même temps, c'est très utile pour emporter sa bibliothèque avec soi l'été, hein, bien entendu. Aujourd'hui pour ce qu'ils ont été faits pour créer à l'origine. Donc je pense que l'origine des Kindle, c'est plutôt pour avoir accès à du contenu livre, donc statique, des cours qu'on connaît en e-learning. Juste pour ajouter quelque chose là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que quand on a un compte Amazon et qu'on utilise le Kindle, donc on a un compte Kindle aussi, et mine de rien, on appartient à la communauté des gens qui utilisent un Kindle et qui achètent des livres sur Amazon, et notamment, on peut accéder à tous les commentaires et toutes les notes qui sont prises par les différents lecteurs d'un livre que vous avez vous-même acheté. Donc le Kindle rétablit, peut-être un petit peu par le petit côté, je dirais, mais rétablit la question de la communauté qui est tellement présente avec les smartphones et les tablettes numériques, puisque là, effectivement, le smartphone est très clairement un outil au service du social learning, dans la mesure où on est en permanence en lien avec la communauté. Hein. Oui, alors donc une question sur Katango justement. Est-il possible de pouvoir tester Katango pour réaliser un petit peu, voir les fonctionnalités de cette plateforme? Je vais laisser la parole à notre spécialiste Katango qui est à côté de nous, qui est Ting Yang, spécialiste sur cette plateforme. Oui, donc en ce qui concerne l'essai de Katango, effectivement, il est possible de le faire. À ce niveau-là, il faudra penser à rentrer en contact avec nous et passer à une phase ultérieure qui sera une phase pilote. On peut effectivement lancer une phase pilote durant laquelle on va pouvoir donner l'accès à certaines personnes, à un nombre de personnes bien définies, à du contenu, et on aura la possibilité de pousser du contenu justement. Et
Ceci, effectivement, pourra vous permettre d'avoir une vision assez étendue des fonctionnalités Pied Tango. En ce qui concerne ceci, je vous invite éventuellement à nous rejoindre effectivement au e-learning expo sur le stand 57, où vous pouvez me retrouver et directement demander plus d'informations et avoir une discussion plus privée à ce niveau-là. Et même de l'essayer directement en direct. Alors on va se focaliser encore sur deux dernières questions. Les durées en fait pour une formation e-learning. Est-ce qu'on est à 3 minutes maximum? On est dans... Là, je m'en réfère, et c'est ça qui est, je trouve, aussi un formidable appel vers le mobile learning, c'est qu'on a tous une expérience, ou presque une expérience d'utilisateur de smartphone. Et contrairement finalement au département formation par rapport au e-learning originel, on ne savait pas trop de quoi ça allait être fait, quelle serait la bonne normalisation, les standards à venir, etc. Là, avec le smartphone, il suffit que soi-même, on se mette à l'épreuve pour, au fond, assez rapidement savoir quelles sont les durées, etc. On peut se mettre à l'épreuve en tant que responsable formation, en tant que formateur, en tant que concepteur, par exemple en se baladant dans le métro et en essayant d'accéder à des contenus. Donc on se mettra à l'épreuve sur effectivement la qualité de la connectique, etc. On peut se mettre à l'épreuve en lisant, en consommant des contenus de durée variable et assez rapidement à trouver des normes. Pour moi, 2-3 minutes, ça me semble être le maximum. À titre personnel, peut-être est-ce que c'est parce que je vieillis, j'en sais rien, mais j'ai du mal à me concentrer un quart d'heure, c'est sûr, sur mon smartphone, et je pense qu'on est nombreux comme ça. Donc tout l'enjeu pour les concepteurs pédagogiques va être de découper les contenus en séquences extrêmement courtes. Alors je considère que non seulement ce n'est pas un appauvrissement, mais cette contrainte est formidable, elle oblige à repenser complètement la formation. Qu'est-ce qu'on transmet? C'est quoi l'essentiel? Évidemment, les concepteurs vont avoir maille à partir avec les comment dirais-je, les experts de contenu, parce que l'expert de contenu, il veut absolument délivrer la totalité de son contenu qui parfois fait 1 jour ou 2 jours ou 3 jours de présentiel via ce véhicule, et il faudra faire des choix. Donc il y a certainement une révolution qui est en cours dans le domaine de la conception pédagogique, partir des contraintes de l'outil et essayer d'imaginer des nouvelles formes. Mais pour moi, effectivement, du 2-3 minutes, 4-5 minutes maximum, pour le mobile learning me semble être la bonne norme. Je ne sais pas si Kevin, tu as des standards là-dessus. Oui, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi, Michel, sur la partie mobile learning, e-learning classique. Je pense que lorsque nous sommes dans le support à la performance, nous sommes déjà dans un état psychologique très différent, parce que nous sommes dans un mode où nous avons besoin d'effectuer une tâche dont on a besoin de l'information. Alors à ce moment-là, il n'y a pas réellement le temps qui compte, mais il faut avoir l'information qu'on a besoin pour pouvoir effectivement faire le travail qu'on a à faire. Tout à fait. Et là, on n'est plus dans le push nécessairement, on est sans doute déjà dans le pull, c'est-à-dire qu'on laisse la main aux salariés, à l'apprenant, pour aller chercher, approfondir, aller chercher de l'information. Exactement. Là, effectivement, on est tout à fait d'accord. Et c'est là aussi qu'il faut prendre en compte justement dans la création de ce genre de contenu pour pouvoir justement approfondir de plus en plus. Tout à fait. D'ailleurs, l'aspect collaboratif du mobile learning est extrêmement important. C'est aussi une façon de commencer d'une certaine façon pour le mobile learning, c'est-à-dire d'imaginer la communauté d'expertise auquel les apprenants, les salariés pourraient accéder par l'intermédiaire de leur smartphone et construire cela. Quand on construit cela et quand on construit le contrat avec les différents rôles à l'intérieur de la communauté, on est déjà dans le social learning. Hein. Donc il y a plusieurs façons d'entrer dans ces domaines. Et alors nous en arrivons à la dernière question. Ne doit-on pas envisager le m-learning comme un complément, un outil d'exploitation des contenus e-learning classiques? Alors, complément du e-learning classique, très bien, rien à dire. Le e-learning classique, ça rentre dans des parcours de blended learning. Donc le blended learning au sens le plus simple du terme, c'est finalement un agencement de présentiel et de module e-learning, c'est-à-dire de distanciel asynchrone. Aucun problème à rajouter une dimension informelle, apprentissage sociaux, et donc effectivement le mobile learning peut parfaitement s'intégrer là-dedans. Par contre,
le mobile learning ne lira pas les modules e-learning traditionnels qui ont été écrits souvent en flash, qui vont durer 20, 25 minutes, 30 minutes. Là, on n'est plus du tout dans ce domaine-là. Donc là-dessus, il y a clairement rupture. Mais en revanche, complément avec les parcours existants, très bien. Merci Michel, merci Maria, merci Kevin et merci King de cette présentation et des réponses aux différentes questions. Et de nombreuses questions ont été posées. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de répondre à tout. On essaiera de vous faire suivre tant qu'on peut pour la suite par écrit. Merci. Je crois une chose tout à fait exceptionnelle, alors que c'est terminé normalement depuis 10 minutes. Il y a encore 150 c'est 150 encore personnes en ligne. Donc merci vraiment de votre enthousiasme, parce que je suis sûr que vous êtes passionnés par cela, et on aura sans doute d'autres occasions d'échanger sur ces questions. Merci à vous. Et encore une fois, merci à tout le monde de la part de SharePoint, merci à Aude et à Michel pour cette présentation très informative sur le mobile learning. J'espère que nous allons vous rencontrer la semaine prochaine au e-learning expo. Nous sommes sur le stand 57. Je serai là, Ting sera là aussi. Et aussi, si vous voulez plus de livres blancs de SharePoint, vous pouvez aller sur notre site web, sharepointsystems.com, et dans la section ressources, vous verrez plusieurs livres blancs. Nous en avons un de fait fort qui s'appelle Nouveaux périmètres, nouveaux enjeux LMS, et nous avons aussi un nombre de livres blancs en anglais. Voilà, donc merci encore tout le monde et passez une bonne après-midi. À bientôt. Au revoir.